Spartiate, bonsoir à tous et bienvenue pour cette quotidienne très tardif. Donc j'enregistre la vidéo et ensuite je vais la passer sur YouTube, mais il est déjà 22h33. Pour la plupart, je pense que vous la verrez dans la journée du mardi. Donc, mais bon, on va parler quand même des petites actualités du jour et voir les perspectives sur la semaine, ce qui nous attend à peu près. Voir surveiller les cours des cryptos, tout ça. Et donc voilà, pour ceux qui tomberaient sur la chaîne ou la vidéo, bah, sachez que je fais des vidéos sur la macroéconomie, la finance, mais principalement sur les crypto-monnaies. On vulgarise ici un peu les marchés financiers, voilà, tout ce qui touche à l'argent. On fait du mindset par rapport à la liberté financière, tout ça. Donc bienvenue en tout cas à tous. Et donc, là, on va voir ce qu'il y a. La principale actualité du jour. Une actualité concernant Apple. On va regarder ça à la fin. Et aussi Gary Gensler. Le monsieur police de la SEC, de la Security and Exchange Commission aux États-Unis, qui est là et qui pourrait avoir des problèmes, on va dire. Donc, des représentants américains estiment que Gary Gensler abuse de ses pouvoirs pour taper sur l'industrie crypto. Moi aussi, je le pense. Je pense qu'il y va un petit peu fort, notre ami Gary Gensler, que vous voyez là. Si vous remarquez bien, il ressemble au personnage des Simpsons là. Bon, je pense que vous voyez c'est qui. Un député souhaite introduire une législation visant à destituer le président de la SEC. Donc vous voyez qu'il y a un député là qui s'attaque à Gary Gensler, visant même jusqu'à le destituer. Donc on va rentrer plus précisément sur cet article de Coin Academy. Donc on a un député américain qui veut destituer le président de la SEC pour excès de pouvoir en crypto. Et c'est vrai qu'il y va un peu fort hein, en s'attaquant aux cryptos. Après, voilà, hein, les cryptos, donc crypto-monnaie, monnaie égale une monnaie. Quand on pense à la monnaie, bon, bah déjà, on pense au dollar américain. Et les États-Unis, ce qui fait la force des États-Unis, c'est le dollar américain. Et donc, tout ce qui s'attaque au dollar, tous ceux qui s'attaquent au dollar ou qui veulent le remettre en suprématie, qui veulent le remettre en question, bah, peuvent le payer très cher. Kadhafi, Saddam Hussein ont payé de leur vie. Do Kwon aujourd'hui risque la prison parce qu'il a lancé l'UST, un stablecoin complètement décentralisé qui pouvait largement faire mal au dollar américain. L'UST, le stablecoin qui était le cœur du projet Terra. Voilà. Ils ont lancé une attaque contre l'UST, ils ont fait des paix avec l'UST, ils ont coulé l'UST et maintenant ils veillent à ce que Do Kwon parte et soit éteint à jamais ou parte en prison pour ne plus, qu'il n'y ait plus rien qui concurrence le dollar. Là maintenant, la SEC aussi s'attaque à toute l'industrie crypto. Et là vous allez même le voir là un peu plus tard dans la vidéo, ils s'attaquent même aux exchanges décentralisés. Les DEX qui voudraient requalifier comme les exchanges centralisés, comme Binance, Coinbase, pour avoir tout ça sous contrôle. Donc, on trouve que c'est un peu abusé. Et justement, on a le représentant ici, Warren Davidson, qui prévoit d'introduire une législation visant à remplacer le président de la SEC. Gary Gensler par un directeur exécutif donc en raison des préoccupations concernant les abus réglementaires dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc voilà, Warren Davidson, bon bah vous le voyez déjà sur ma miniature. Sur l'écran là, même sur l'interface de la vidéo, vous voyez celui qui est en bas à droite de l'interface de ma vidéo, mais je vais vous le montrer encore une fois ici. C'est ce membre du Congrès américain. Et donc voilà, Warren Davidson, membre du Congrès américain en faveur de la crypto. Hein. C'est un des membres, il est pro-crypto. Et proposera un projet de loi visant à révoquer le président de la SEC, Gary Gensler. Donc espérons que ça calme, on va dire, les ardeurs de Gary Gensler pour ce qui concerne la crypto. Donc voilà, là il y a le tweet directement de Warren Davidson. Voilà, ici.
Donc, ouais, pour corriger une longue série d'abus, je présente une législation qui supprime le président de la Security and Exchange Commission et remplace le rôle par un directeur exécutif qui rend compte au conseil d'administration. Les anciens présidents de la SEC ne sont pas éligibles. Donc, espérons que cette législation qu'il veut mettre en place passe pour limiter les pouvoirs de Gary Gensler. Vous savez, vous avez déjà Coinbase qui veut mettre les moyens pour investir sur les prochaines élections américaines pour qu'on ait un président pro-crypto. En gros, voilà, on sait que les politiques là-bas, ceux qui sont à la tête des institutions réglementaires comme ça, on sait que c'est très important et il faut viser à ce qu'ils soient pro-crypto. C'est là que ça peut avoir un impact, on va dire, directement sur les cryptos. Et donc, on va voir. En tout cas, ici, Warren, il déclare par rapport à ça, en seulement 60 mots, le commissionnaire de la SEC, Esther Pierce, a réussi à articuler tout ce qui frappe terriblement de près chez lui. Bon, là, je sais pas, ça, c'est un autre article. On va passer ça. Mais en gros, voilà, Warren Davidson, membre du Congrès. D'ailleurs, je vais le suivre, on ne sait jamais. Voilà. Et on verra maintenant ce qu'il en est par rapport à ça. Espérons qu'il arrive à enlever même Gary Gensler, là. Ça nous ferait tous, ça nous ferait le plus grand bien, là, d'exclure ce personnage-là. Voilà, de l'éjecter hors loin de la crypto là. Donc on verra ce qu'il en sera en tout cas. Et donc voilà, ça fait la une de pas mal de sur Twitter là, la une de pas mal d'articles, tout ça. Et donc voilà, le membre du Congrès américain Warren Davidson présentera une législation pour licencier le président de la SEC, Gary Gensler. Donc voilà, c'est sur Watcher Guru, vous pouvez retrouver ça. On va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour savoir ça. Donc Davidson déclare que les anciens présidents de la SEC ne seront pas éligibles, espérons-le. Donc espérons que sa législation passe. On verra, on suivra tout ça de près. Donc voilà par rapport à ça. Si on revient un peu plus maintenant dans les marchés, on a l'indice principal de marché américain, le S&P 500, qui augmente aujourd'hui légèrement, alors que Wall Street évalue les nouveaux bénéfices des entreprises. Donc comme vous le savez, on a cette semaine une saison des entreprises avec en prime mardi, demain soir, après la clôture des marchés, Netflix, et mercredi, après la clôture des marchés, Tesla. Donc ça, c'est les deux plus grosses entreprises pour cette semaine. Mais on a d'autres entreprises, on a Nokia, AT&T, American Express, voilà. Vous avez pas mal d'entreprises, mais voilà, ce qui fait les vraies entreprises qui peuvent faire secouer le marché, c'est mardi Netflix, demain soir en clôture des marchés, Netflix ou Tesla mercredi soir. Ça, voilà, ça va être scruté par les investisseurs de très près parce que les investisseurs cherchent à voir comment les actions et les entreprises se comportent. Est-ce qu'elles sont secouées par tout ce qui se passe, tout ça là. Donc voilà, on verra en tout cas. Donc on va passer bientôt côté crypto. Et en tout cas, marché américain, enfin en tout cas ce qui concerne les États-Unis, voilà, les Américains sont sur un fil. Mais en tout cas, en ce qui concerne leur rival, la Chine et Hong Kong, là par exemple, Hong Kong, les banques d'Hong Kong accueillent les entreprises crypto et comblent le vide laissé par les faillites des banques américaines. Voilà, favorable à la crypto. Donc d'un côté on a les États-Unis avec voilà, une faillite en cascade des banques américaines et même occidentales avec le Crédit Suisse. Donc les entreprises ou les banques en Occident sont un peu en PLS ou en perdition là, et encore elles sont sur un fil. On pourrait avoir d'autres acteurs bancaires qui pourraient venir faire faillite parce que les taux continuent d'être augmentés, la pression reste forte pour baisser l'inflation aux États-Unis. Mais en tout cas, de l'autre côté, en ce qui concerne la Chine, avec Hong Kong qui est en train de vraiment, c'est en train d'exploser là, les cryptos là-bas là, et on a les entreprises crypto, on a les banques, les banques de Hong Kong là qui accueillent les entreprises de crypto-monnaie. Donc là, on peut dire qu'en Chine, il y a un contraste. Autant les États-Unis, justement avec Gary Gensler et tout ça, bloquent
avec la législation, la régulation, ils freinent ça. Et en plus, les banques, elles, tombent en PLS. Donc tout se passe mal aux États-Unis. Et au contraire, en Chine, là, la Chine est en train de mater les États-Unis avec son dollar, avec le dollar, voilà, en créant les BRICS et en poussant tous les pays à se dédollariser. Mais en plus de ça, en Chine, bah, à travers Hong Kong, il y a vraiment une adoption massive qui se fait là, en ce qui concerne les cryptos. Et les banques, elles, en profitent là-bas. Donc voilà, hein, tout est bon pour la Chine. Ça se développe et la Chine est vraiment en train de prendre la place, hein, en tout cas petit à petit, des États-Unis. Après, ça va prendre du temps parce que les États-Unis, voilà, c'est un gros coup d'avance. Mais en tout cas, le chemin semble se dessiner. Donc, petite actualité aussi, on a Taïwan qui va acheter 400 missiles anti-navires américains. Les Américains qui adorent créer des conflits à l'extérieur pour pouvoir vendre leurs armes. Comme ils le font avec le conflit Russie-Ukraine. Toutes les armes vendues pour l'Ukraine, même les armes que l'Europe passe en Ukraine, bah, c'est acheté aux Américains. Donc ils adorent ça. Et là, bah, leur plan a l'air de bien fonctionner puisque Taïwan, qui leur est soumis, on va dire, qui est soumis aux Américains, l'île qui est voilà, rebelle contre la Chine, Taïwan va acheter. Et ça va alimenter les tensions encore plus face à la Chine. Donc, ils vont acheter 400 missiles et les Américains, eux, vont le vendre avec plaisir. Donc voilà, hein. Taïwan voilà, achètera 400 missiles anti-navires aux États-Unis afin de dissuader la Chine. Je pense pas que ça va dissuader la Chine, personnellement. À un moment ou l'autre, ça va péter. Xi Jinping doit récupérer l'île, je pense, avant 2040 ou 2050, je sais plus. Il y a une date là en Chine, avant les 100 ans. Je sais plus de c'est quelle date là. Mais en tout cas, il le fera tôt ou tard. Parce que sinon, il va pas laisser Taïwan devenir puissant au point où ils vont être militairement trop armés. Donc on verra. Ça peut péter. En tout cas, c'est le genre de nouvelle qui peut faire péter les marchés, ça. Qui peut lancer le conflit. Donc, passons aux cryptos. Où en sommes-nous aux cryptos? Render qui performe. Sinon, à part ça, on est au Bitcoin. Et le Bitcoin qui est en difficulté. Donc, c'est aussi l'actualité du jour. Le Bitcoin qui est repassé en dessous des 30 000. Alors que tout le week-end et toutes les semaines dernières, il était au-dessus. Mais là, le Bitcoin qui corrige et qui passe en dessous des 30 000. Mais j'ai envie de dire, c'est une correction salutaire. Donc c'est une correction qui est très bienvenue. Je vous l'avais montré déjà dans une vidéo hier ou avant-hier là. Que, il fallait, le Bitcoin, là, si le Bitcoin revenait à 29 voire 28 000, buté sur les 28 000, ce serait très très bullish pour la suite parce que ça ferait un rebond qui pourrait vraiment nous donner la puissance pour aller aux 35 voire 40K. Donc pour moi, c'est une bonne correction bien salutaire là. Et pour moi, je le prends très bien même, cette baisse là. Après, c'est une petite baisse, hein. On était à peine au-dessus de 30 000. Là, on passe légèrement au-dessus. Enfin, on est à 29 400. Bon, on l'a bien corrigé. Regardez que l'Ethereum, lui, résiste plutôt bien. L'Ethereum qui était à 22 100 $, pardon. Pas 22 000, hein. 2100 $. Bah là, il est qu'à 2078. Donc, l'Ethereum a moins corrigé que Bitcoin. Donc, l'Ethereum qui est plutôt solide. Kaspa, lui, qui se relève. Donc, Kaspa qui avait bien chuté jusqu'à 0,021 $. Là, il est remonté déjà à 0,29. Mais voilà, on m'avait envoyé des messages parce que je promulgue le Kaspa. J'ai même un gars qui m'a dit que voilà, c'est même très mauvais Kaspa et qui ne comprenait pas pourquoi je poussais le projet. Parce qu'en fait, il y a des membres, même dans la communauté les légionnaires, qui ont un focus sur la tokenomics. Et la tokenomics, c'est pas quelque chose qui... en fait, c'est le fondamental qui passe avant la tokenomics. Une grosse tokenomics, c'est pas signe d'un mauvais projet. Au contraire, les créateurs pensent en fait au monde entier, ou pensent en fait au pouvoir du partage. Plus il y a une grosse tokenomics, et plus en fait les gens vont pouvoir s'approprier un bout, voilà. Donc en fait le gros nombre de tokenomics mis en circulation, c'est pour penser aux gens qui n'ont pas spécialement les moyens de s'approprier ces tokens là, vous voyez. Et faites justement attention aux projets qui sont très peu, qui ont une tokenomics très faible.
Parce que justement, c'est des projets qui vont chercher à attirer, en fait, attirer les gens par la rareté du token. Mais il se pourrait que le fondamental ne soit pas finalement si bien que ça. Donc attention à ça. Et donc voilà, ils m'ont attaqué sur le fait que Kaspa possède 28 milliards peut-être de tokenomics en circulation et que c'est trop inflationniste ou déflationniste, je sais plus, voilà, et que ce serait pas bon. Sauf que c'est pas ça que les gars regardent. Les gars regardent le fondamental. Et la crypto va progresser si le projet évolue. Ne vous inquiétez pas. Plus il y a une tokenomics large et plus le prix de la crypto est bas, et plus ça va même encore ne même pas déranger les gens de s'approprier cette tokenomics. Donc, enfin cette crypto, je veux dire. Donc, on reviendra sur Kaspa dans un instant. On va d'abord se concentrer sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, lui, voilà, hein, regardez, qui a corrigé. Mais regardez, la correction pourrait même aller plus basse. Hein. Ici, on parle de... Enfin, on a commencé à corriger, mais on est à 29 000 là. On pourrait même aller, regardez bien, jusqu'aux 28 000. Hein. Donc là, on est à 29 000. Ne soyez pas choqués si on revient même à 28 000 piles. Vous voyez, même en dessous de 28 400 à 28 000 piles. Et qu'après, on remonte, on re-range pendant encore un mois là, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, pendant les 2 semaines qui arrivent là. Voilà. Donc ne soyez pas choqués. Si jusqu'à la fin du mois, on est là, on tergiverse. Mais après, ça va décoller au bout d'un moment. Vous voyez? Donc, on peut encore corriger jusqu'à 28 000, voire même, pourquoi pas, 27 000, 27 500, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est des corrections salutaires pour qu'on vienne purger ou s'épurer un peu et avant de repartir vraiment au 40K là. Donc en tout cas, quand on regarde le Rainbow, voilà, hein, on est en pleine remontée. Le Rainbow Chart V2 là, comme d'hab. Hein, là, on est en train de passer maintenant dans le vert. Et on va y aller toujours plus haut vers le jaune, ensuite orange, jusqu'à orange ou voire rouge. Et là, on sera en surchauffe sur le marché. Donc, surveillez bien le Rainbow. Voilà, là, on est dans le vert. On est en train de repartir tranquillement. Mais attention, quand on viendra dans le orange, hein, et le orange foncé là, voilà, là, à ce niveau-là, on sera en surchauffe. Donc la dernière fois, moi je pensais que, c'est pour ça que je me suis fait avoir par le bear market, c'est que j'avais surveillé ça aussi. On était dans le orange et moi je pensais qu'on allait aller dans le rouge comme les fois précédentes. Regardez, toutes les fois précédentes, on était allé dans le rouge. Rouge, rouge ici, et ici on s'est arrêté au orange. Donc la première fois, on a chuté. Et donc là, moi, je pensais que quand on a chuté ici, on allait remonter et aller dans le rouge. Sauf qu'on est revenu au orange et là, on a eu le bear market. Et c'est là que je me suis fait avoir. Je pensais qu'on allait surchauffer au maximum. Vous voyez? Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc là, on verra. Là, si on va voir si on va remonter directement, ce qui peut être possible aussi. Et là, si on va dans le rouge, on dépasserait les 150 000. Hein. Et voilà. Et même là, si on passe déjà dans l'orange, on sera à plus de 100 000. Donc on verra si on le fera d'un coup ou si on va venir au 40K, donc dans le vert un peu vert clair là, venir corriger. Et au prochain halving du Bitcoin, aller chercher même le rouge là et les 150 000, 200 000 là. Donc on verra en tout cas par rapport à ça. Mais surveillez bien ça en tout cas. Autre chart qui montre... En fait, vous voyez que là, il montre lorsqu'on a eu les bear market, là, les grosses chutes des cryptos, là, du Bitcoin. Vous voyez que la ligne est plutôt... voilà, en fait, plus le temps passe et moins on fait des corrections sévères pour le Bitcoin. C'est-à-dire que en 2012, quand on a eu le premier bear market, gros bear market du Bitcoin, regardez, on a fait un moins 93% sur le Bitcoin. Vous voyez, c'était violent comme chute. La deuxième, là, en 2015, je sais, il note pas trop parce que finalement, c'était pas hyper important. Mais là, en 2019, on a eu un gros bear market, on a eu un moins 84%. Vous voyez? Et là, regardez, en 2023, 4 ans plus tard, on a un moins 76%. Donc, vous voyez que plus le temps passe et moins le bear market est violent en ce qui concerne le Bitcoin. Mais c'est normal, le Bitcoin gagne en capitalisation, donc le Bitcoin pèse de plus en plus. Et donc, le Bitcoin va, sur le temps, être de moins en moins volatile. Mais ça, c'est un gage de confiance. En tout cas, pour ceux qui vont investir sur Bitcoin,
les prochains crashs seront moins violents. Donc là, si on part, imaginons là, vous voyez qu'on est passé de 93 à 84 à 76. Donc dans 4 ans, on aura peut-être un bear market et on va se retrouver à un Bitcoin qui va chuter de peut-être moins 64%. Vous voyez, par exemple. Voilà, si on va dans la continuité. Donc c'est intéressant de savoir les choses comme ça là. Vous voyez que le Bitcoin devient de moins en moins volatile, on va dire. Donc voilà, hein, pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire. On verra si on va remonter. Moi, je pense qu'on va peut-être ranger là, quelques temps. Peut-être que pour moi, je vois même peut-être, on va même revenir peut-être au 28K. 28, peut-être même 27 000. Peut-être, hein. On peut déjà repartir. Mais je pense que on peut encore retomber encore un petit peu, au moins en dessous des 29 000. Voilà. Là, on est à 29 400. Pour moi, on va au moins corriger au-dessus des 29 000 même. On verra. Donc voilà, hein. Pour Kaspa, on a eu une grosse chute là. Regardez l'image. C'était aujourd'hui, hein, ce matin. On est même allé, regardez, jusqu'à 0,21. 0,021. Dans la chute, ça a pris très cher. Et là, en moins d'une journée, c'est déjà remonté. Et on est rapidement passé de 0,21. Et là, on est déjà à 0,29. Donc on est déjà, et comme on était à 0,31 au plus haut, donc on a déjà rattrapé toute la baisse. Donc il y a une grosse volatilité sur Kaspa. Vous voyez, pour les plus malins, voilà, il fallait recharger. Ce que j'ai fait un petit peu. J'avais pas beaucoup de capital, mais j'ai rechargé au plus bas là. Pas à 0,21. J'étais peut-être à 0,24 par là. Donc voilà, par rapport à ça. Très bien, c'est déjà remonté pour Kaspa. Après voilà, faut vraiment pas s'inquiéter. Bon, peut-être que je suis l'un des seuls qui est à fond dedans, mais je tiens quand même parce que j'y vois un potentiel immense. Désolé par exemple à la personne qui veut pas que je parle de Kaspa à cause de la tokenomics, mais moi je crois extrêmement à ce projet-là. Et donc voilà, hein, ici on a une tendance. Perspective haussière, une tendance similaire peut être observée. Hein. Cela a été suivi d'une augmentation de 350%. Devrions-nous voir Bitcoin se situer entre 30 000 et continuer à baisser? Kaspa établir un nouvel ATH. Donc on va voir. Et donc voilà un Kaspa face au Tether. Donc vous voyez, ça a bien chuté. Regardez, ici là même, on a traversé la ligne bleue du bas là. On est allé jusqu'à 0,21. On est déjà remonté. Et là, on remonte déjà quasiment... On est déjà au 0,29. Donc il se pourrait que là on casse et que même on revienne. Hein. Il se pourrait qu'on revienne, on redescende même à 0,23. Mais tout ça c'est de la volatilité court terme. Mais regardez ce qu'on devrait faire ensuite. On devrait casser le triangle descendant et aller directement aller chercher peut-être, monter rapidement, peut-être d'ici le mois de, je sais pas moi, mai, juin, et aller chercher les 0,50. Vous voyez, les 0,050. Donc là on fera un x2, x3 ou un x2 encore d'ici là. Rapidement là. Donc on verra pour Kaspa. Il faut des catalyseurs. On verra. En tout cas, regardez bien. Ça, c'est un graphique très très intéressant. À gauche, vous avez le cours du Bitcoin. Ça, c'était en 2012, normalement. Par rapport à Kaspa. Dessinant des similitudes entre le graphique 2012 du Bitcoin et le graphique actuel de Kaspa. Donc regardez ce que vous avez eu en 2012 pour le Bitcoin. Donc voilà, et pour Kaspa là, si on redessine ça, regardez bien où on est là, juste après la vague violette là, on est dans le carré là. Regardez, pour le Bitcoin, c'était là. On a eu une vague violette ici là. Ensuite, regardez, on a eu un carré là, un rectangle. Et ensuite, l'explosion. Ça, c'était le cours du Bitcoin. Ensuite, on a eu l'explosion jusqu'à très très haut là. Et regardez, pour Kaspa, on est dans le carré. Regardez, on pourrait avoir une explosion là, qui pourrait nous ramener le Kaspa rapidement à 1 dollar là. Vous voyez, on est à 0,55. Enfin, là, on est à 0,29 actuellement. Et là, on pourrait rapidement maintenant avoir une explosion qui nous ramènerait à 1. Donc, ça serait un x3, 0,30 là, 0,30. On serait un x3 là. x3, ouais, x3, x3,5 pour Kaspa là. Si ça se produit. Et ensuite, voilà. Ensuite, regardez. Le Bitcoin, ensuite, avait largement corrigé. Vous voyez? Et ensuite, il était remonté encore très, très haut. Ensuite, les fois d'après. Donc là, c'est en espace de même pas 2 ans. Il est rapidement remonté. Donc là, pour le Bitcoin, c'était entre 2012 et 2014. Donc en l'espace de 2 ans, il était remonté jusqu'à là. Donc si Kaspa ensuite corrige et remonte, la Kaspa pourrait rapidement monter à 4,27.
Donc vous voyez là, et là je sais pas si ça ferait un combien, mais on serait très très haut là déjà. Et regardez, Kaspa, nous pourrons rien voir Kaspa atteindre rapidement les 4,20 dans un avenir pas trop lointain. Si Kaspa fait comme le Bitcoin, comme le cours du Bitcoin en 2012, ce qui est possible, hein, est possible. Donc en l'espace de 2 ans, vous verrez énormément de potentiel de croissance pour Kaspa là. Donc on surveillera ces cours là, on verra. Donc voilà, ensuite, bah, c'est largement possible. Pourquoi? Parce que Kaspa, le hash rate ne fait que d'exploser. Vous voyez? Donc nouveau hash rate, enfin nouveau record. Et ça date d'il y a quelques heures, hein, à 19h. Hein. C'était tout à l'heure à 19h. Donc hash rate qui explose tout pour Kaspa. Et donc aussi, regardez, hein, le volume de Kaspa est impressionnant. On a un volume entre 15 et 40 millions de volume. Sachant que Kaspa n'est listé que sur 4 exchanges. Vous voyez? Donc imaginez-vous quand Kaspa va atteindre va être listé sur KuCoin, Binance, Coinbase, Crypto.com, Robinhood et tout ça. Bah là, on aurait peut-être des volumes qui atteindraient même les 500 millions de dollars. Donc vous voyez, là, regardez, les volumes sont très forts. Hein. Rien que sur ces 4 petits exchanges là, MEX, TXBit, Gate.io, CoinEx là, les volumes sont très très élevés là par rapport, voilà. Et 15 à 40 millions de volume pour une crypto qui est listée que sur 4 exchanges. Et encore, c'est pas des gros exchanges, c'est des petits. Ouais, Gate.io, on va dire que c'est moyen. Mais voilà, c'est énorme hein, par rapport à ce faible listing, pardon. Donc ça vous laisse imaginer quand ça va être listé sur les gros exchanges. Donc voilà, ça c'était côté Kaspa. Là, on sort de tout ça, on prend des actualités un peu plus larges. Et je vous avais dit, je vous ai montré là en début d'émission, Gary Gensler là, qui a trop de pouvoir et qui s'attaque trop aux crypto. Et bah, il récidive. Regardez, la SEC, voilà, l'exchange Bittrex aurait violé les lois fédérales selon les accusations de la SEC. Donc voilà, la SEC s'attaque à Bittrex, qui est un exchange centralisé de type comme Binance ou Coinbase. Et donc voilà, la SEC affirme que Bittrex aurait dû s'enregistrer en tant qu'exchange, agence de compensation et courtier, car elle fournissait les services de 3 types d'entités. Donc voilà, la SEC allègue également que voilà, Algorand, Omiz et Dash voilà, sont des securities. Bon, en gros, pour la SEC, tout en dehors du Bitcoin, toutes les cryptos, tous les exchanges, tout le reste, en fait, c'est des securities. Donc voilà, ils s'attaquent voilà, à eux tous. Voilà, ça va être... Là, il y a un commentaire, ça va être temps que Gary Gensler dégage de son poste. Il passe son temps à faire chier tout le monde. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça que le membre là, du Congrès américain, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Warren, je sais plus comment, là, veut s'occuper du cas de Gary Gensler. Parce qu'il s'attaque à tout va, à tous les projets crypto. Ça commence à saouler l'industrie crypto, là. Et donc voilà, hein, la SEC... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a rouvert le débat sur l'éventualité d'appliquer les mêmes exigences envers les exchanges décentralisés DEX que les plateformes centralisées. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure en début de vidéo là. Et voilà, il s'attaque même au DEX. Hein. Donc même des choses qui sont décentralisées, la SEC s'y attaque. De toute façon, il s'attaque déjà parce que Ethereum, c'est censé être décentralisé. Voilà, tous les projets, de toute façon, tous les blockchains voilà, qui sont censés être décentralisés, bah, la SEC les considère comme une sécurité. Et donc, même les protocoles, les services qui sont sur ces plateformes de smart contract, là, donc même les DEX, eux, se voient être attaqués par la SEC. Donc voilà, hein. Il va falloir s'occuper du cas de Gary Gensler, vraiment là. La SEC, là, on en a marre qu'ils s'attaquent à tout ça. Maintenant, tout ça, voilà, vous avez vu que Gary Gensler a dit que le Bitcoin était une marchandise, était exclu de ça. Donc, voilà, maintenant peut-être que la solution va être d'avoir des projets en proof of work. Vous voyez? Et c'est le cas justement de Kaspa. Désolé de revenir sur Kaspa, mais Kaspa, son infrastructure est déjà largement mieux fait qu'Ethereum, mais Kaspa, c'est le consensus Nakamoto. C'est le proof of work totalement décentralisé, hors juridiction de la SEC. Pas d'ICO, pas de prémine, pas de, voilà, de team derrière le projet. Donc voilà, comme Bitcoin. Et Kaspa, au contraire du Bitcoin, le Bitcoin, c'est une marchandise, mais ça ne concerne que les moyens de transaction. Kaspa, lui, ça va être aussi une plateforme de smart contract. Mais
totalement décentralisé en proof of work. Voilà, sans team, sans prémine, sans ICO, sans voilà. Vraiment consensus Nakamoto. Donc, je pense que Kaspa, lui, n'aura pas ces problèmes que la SEC a, où la SEC là attaque les blockchains de niveau 1, là, Layer 1, et utilise les DEX comme des exchanges centralisés. Bah, si vous construisez, à mon avis, sur Kaspa, et ça va s'en venir puisqu'ils ont sorti leur langage Rust réécrit hier là. Donc voilà, je pense que Kaspa échappera à tout ça. Donc Kaspa est peut-être la réponse à tout ça là. Kaspa, Radiant, Nexa, voilà, Bitcoin, toutes ces cryptos en proof of work décentralisés là sont la solution par rapport à la SEC là. Sont des marchandises, j'ai envie de dire. Donc voilà, par rapport à tout ça, voilà, les DEX vont-ils être soumis justement aux mêmes règles? On verra en tout cas par rapport à tout ça. Donc voilà les amis, petite actualité, on finit par ça. Apple qui lance un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 4,15%. Bon, en partenariat avec Goldman Sachs, une des banques prestigieuses là. Bon, bah Apple, avec son Apple Card, va proposer un compte d'épargne. 4%, c'est bien, mais voilà. Et, bah là, vous voyez, hein, l'inflation est déjà à 6%. Donc cette épargne-là ne couvrirait pas l'inflation actuelle. Après, quand l'inflation retombe à 2, et encore, je pense plus qu'elle va tomber à 2. Je pense que ça va être du 3-4% maintenant pour une inflation normale. Parle. Donc 4%, je préfère aller en stacking sur les cryptos. Ça va aller, merci. Ou sur du lending qui offre des rendements un peu plus élevés. Ou sinon investir dans l'immobilier, mais voilà, qui nous apporte des rendements un peu plus voilà, élevés là, que les 4,5%. Donc merci Apple pour ce service, mais on repassera. Et ça, je pense que pour le moment, ça va être qu'aux États-Unis. Hein, que c'est avec Goldman Sachs. Donc je pense que c'est que les clients américains. Donc voilà par rapport à Apple, compte d'épargne. Mais bon, ça, voilà, il y a peut-être des gens qui vont le faire, mais je pense pas que c'est le bon mood. Et voilà, on va finir par cette actualité. J'aime bien finir par des bonnes nouvelles. Et vous savez que Warren Buffett, qui a dit que le Bitcoin sont comme un jeu de casino, qu'il n'aime pas Bitcoin, voilà, il est le meilleur investisseur, ou le soi-disant meilleur investisseur, l'oracle d'Ohama, comme on l'appelle, le visionnaire. Voilà. Et bon, il est un peu âgé. Hein. Voilà. Lui, il a l'air du tout numérique. La blockchain, bah, le nouveau monde, je pense que c'est pas trop pour lui. Il a 95 ans, hein, je crois, Warren Buffett. Ouais, je pense. Donc, il n'est pas pour les cryptos. Sauf qu'il est actionnaire majoritaire d'une banque brésilienne qui est la Nubank. C'est comme Revolut en Europe. On va dire Robinhood ou Cash App aux États-Unis. Et donc, Nubank, c'est très moderne. Hein. C'est néobanque là au Brésil. Bah, Nubank, sachez que la Nubank détient 1% de Bitcoin hein, dans sa trésorerie. Quand même, c'est 1% hein, dans toute sa trésorerie, c'est pas mal. Hein. Ça peut représenter plusieurs millions, voire milliards, je sais pas. Peut-être, je sais pas si Nubank est une licorne, mais c'est au moins plusieurs millions, je pense. Et là, bah, devinez qui est actionnaire majoritaire de Nubank. Et bah, c'est notre ami Warren Buffett. Donc Warren Buffett qui aime pas les cryptos, bah, est actionnaire majoritaire d'un projet qui détient des grosses quantités de crypto dans sa trésorerie. Grosse quantité, bon, 1%, mais c'est à l'échelle. Ça fait plusieurs millions, ça, déjà. Vous voyez, pour Nubank, qui doit être une licorne, je pense. Hein. Donc voilà. Hein. Et bientôt, ne vous inquiétez pas, Nubank va encore accumuler encore plus de crypto. Et pas que Nubank. Hein. Toutes les autres institutions, ou BlackRock, voilà, Fidelity, voilà, Fidelity, tout ça, ils vont tous accumuler de la crypto. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et même Berkshire Hathaway, là, l'institution de Warren Buffett, je suis sûr qu'un jour, peut-être, bon, eux, ils sont à l'ancienne, donc ça va mettre du temps. Mais même eux, vous inquiétez pas que même eux, s'ils sont encore là dans plusieurs années, ils achèteront du Bitcoin. Donc voilà, par rapport à ça, le Bitcoin est majoritairement adopté et accumulé de plus en plus. Je voulais terminer par ça. Donc voilà pour la vidéo du jour. On est à 34 minutes de vidéo. Donc je vous laisse là, les amis. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne. Plutôt, peut-être demain matin ou plutôt le soir. Je sais pas, je verrai. Je suis en formation de 13h30 jusqu'à 20h30. Je sais pas, parce que là, je rentre. Après, ça fait tard le temps que je prépare. Peut-être demain matin avant d'y aller.
si je suis en forme ou pas. On verra. Enfin, si j'ai pas de choses à faire plutôt. Donc on verra. Ou s'il y a des actualités même. Mais il n'y a pas grand chose. Hein. Donc ça m'étonnerait que je fasse un live. À moins qu'il y ait une grosse actualité. Ça m'étonnerait. On verra en tout cas. Donc les amis, surveillez ça. Surveillez les prix. Il y a des coups à jouer. Hein. Surveillez bien. Et restez à l'affût hein, des marchés. Ça peut. S'il y a une correction, profitez-en pour accumuler. Si ça monte, profitez-en pour vendre. Comme d'habitude, les amis. Donc, force à nous. Hein. Force à vous. Bon courage hein, pour le reste de la semaine. Et on se tient au courant là pour le reste des actualités. Allez. Désolé. J'ai fait ça un peu trop tôt. Mais allez. À plus.